Alors, nous voici dans ce cinquième chapitre, qui est le dernier chapitre de ce programme, et on va parler de la messagerie électronique. Alors, la messagerie électronique est un service très fréquent d'Internet et il est considéré comme l'un des services les plus anciens sur Internet. Et ça consiste à échanger des informations, des messages entre un expéditeur et un destinataire. Alors, actuellement, il y a plusieurs types d'échanges en matière de messagerie. Il y a la messagerie classique, c'est-à-dire qu'on va envoyer via une boîte mail. Il y a aussi la messagerie instantanée, et là, on va utiliser les réseaux sociaux pour envoyer. Mais le principe restera toujours le même. Et dans ce chapitre, on va essayer de comprendre ce principe, comment envoyer un message et quels sont les protocoles qui vont agir dans Internet pour effectuer cette opération qui est la messagerie électronique. Alors, j'ai dit que le courrier électronique est l'un des plus anciens services d'Internet. Il va permettre d'envoyer énormément de trucs sur Internet, essentiellement des textes au format HTML. Et HTML, c'est le langage de programmation destiné au développement web pour créer les pages web. Et dans ces pages ou dans ce message, on peut aussi éventuellement trouver un ou plusieurs documents de type image, vidéo, son ou n'importe quel type de fichier. On peut l'attacher sur ce message pour l'envoyer, bien sûr, avec le texte qui va avec. Alors, la messagerie, elle est très importante parce qu'elle permet d'effectuer un lien de communication majeur dans une entreprise, bien sûr, ou là pour les particuliers. Vous avez la messagerie qui va nous permettre d'échanger des informations, de partager des fichiers et aussi de communiquer des informations entre les utilisateurs d'Internet. Alors, c'est une application très importante et elle est très réputée, elle est très demandée dans Internet, elle est très utilisée par les utilisateurs d'Internet. Alors, le principe restera toujours le même que la messagerie classique, c'est-à-dire la messagerie via la poste. On va avoir le même principe avec la poste, mais en électronique, c'est-à-dire que je vais utiliser exactement le même principe d'envoi d'une lettre classique écrite à la main. Je vais la déposer vers la poste et puis la poste s'en chargera pour aller vers euh, le destinataire. Parce qu'il y avait ce principe de la poste. Vous avez d'un côté l'expéditeur et d'un autre côté, vous avez le destinataire. Et entre les deux, vous avez la poste. Alors, l'expéditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire son message, il va rédiger son message sous forme d'une lettre, et puis dans cette lettre-là, il va écrire du texte, et il va signaler aussi l'adresse de destination, c'est-à-dire l'adresse de celui qui va recevoir son message. Alors, lorsqu'il va indiquer bien sûr cette adresse, il va la déposer dans une boîte aux lettres ou dans la poste qui s'en chargera bien sûr. Le facteur va se charger de recevoir ou de transmettre ce message vers le destinataire. Ce principe restera toujours valable lorsque je vais utiliser Internet, mais au lieu d'avoir un message qui est écrit à la main avec une lettre ou une enveloppe, je vais avoir un message électronique, c'est-à-dire un texte électronique qui est écrit sur PC. Au lieu d'avoir la poste qui va me transformer ou qui va m'expédier expédier mon message depuis l'expéditeur vers le destinataire, je vais avoir le réseau Internet. Et au lieu d'avoir un destinataire avec une adresse d'un loyer, je vais avoir un destinataire avec une adresse électronique. C'est le même principe, mais c'est le formalisme qui a changé uniquement en matière de transmission. Alors, le format de l'adresse, c'est
utilisateur le fournisseur d'accès.l'extension. On va voir toujours l'utilisateur qui va être choisi par l'utilisateur, bien sûr, selon la disponibilité de l'adresse, parce qu'on a toujours dit au chapitre précédent, dans Internet, vous avez le protocole DNS qui va contrôler de ne pas répéter une adresse deux fois, ou ne pas répéter, par exemple, un nom deux fois. Et là, dans la mesure du possible, vous allez avoir le nom disponible si, bien sûr, il n'est pas utilisé par un autre individu. Arrobas, pour faire référence à le fournisseur d'accès, point l'extension. Alors, je suis hébergé vers le fournisseur d'accès, c'est l'adresse du serveur, point l'extension, on a déjà parlé des extensions, et là, vous avez énormément d'adresses mail et d'hébergeurs. Vous avez celui qui a dominé la messagerie, c'est Google, bien sûr, avec son application Gmail. Vous avez aussi le plus ancien qui est Yahoo et Hotmail. Et vous allez avoir cette configuration, toujours le nom. Vous allez avoir toujours le nom qui est choisi par l'utilisateur, bien sûr à condition de ne pas avoir ce nom qui va se répéter, @gmail.com, c'est-à-dire Gmail c'est le serveur et .com c'est l'extension. À signaler que ici, on ne tolère pas d'avoir les caractères spéciaux, c'est-à-dire certains caractères ou certains caractères spéciaux ne sont pas tolérés, comme par exemple le slash et l'anti-slash ne sont pas tolérés ici. Par exemple, l'étoile, on tolère le point, par exemple, on tolère euh, généralement d'autres caractères spéciaux, mais on ne tolère pas la majorité des caractères spéciaux. Bien sûr, l'arrobas aussi n'est pas toléré. À signaler aussi que si je vais écrire en minuscule ou bien en majuscule, ça ne va pas refléter sur l'adresse mail. La même chose pour le minuscule ou le majuscule. Si je vais écrire H en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose dans une adresse mail. Il n'y a pas de différence entre le minuscule et le majuscule dans une adresse mail. Et ça, c'est une faute très fréquente lorsque vous allez demander une adresse mail à un utilisateur, vous allez lui dire est-ce que c'est H majuscule ou bien minuscule, peu importe, lorsque vous allez demander une adresse mail une autre fois, ne questionnez pas l'utilisateur si ça s'écrit en majuscule ou bien en minuscule parce que c'est la même chose. Alors, un petit exemple. Voici quelques exemples d'adresses mail, d'email valides et non valides. Alors, on va déterminer quelles sont les adresses valides et quelles sont les adresses qui ne sont pas validées. Alors, la première adresse, elle est validée parce que le nom @gmail.com, c'est validé, bien sûr. La deuxième adresse, elle n'est pas valide parce que je suis en présence d'un caractère spécial qui est le E accent, qui n'est pas toléré. On a dit qu'on tolère uniquement quelques caractères spéciaux comme le point et on ne tolère pas les autres caractères spéciaux. Alors, pour la troisième aussi, je suis sur une adresse non valide pour deux raisons. Je suis en présence d'un caractère spécial qui est les parenthèses. Et aussi, je suis en présence de deux points à la fin qui n'est pas valide parce que ça doit se terminer avec l'extension et vous n'allez pas avoir d'autres caractères après. L'adresse, quatrième adresse, elle est aussi refusée à cause aussi d'un autre caractère spécial qui est l'espace. Il n'y aura pas d'espace entre le nom. Lorsque vous allez écrire le nom de l'utilisateur, il sera attaché. Il n'y aura pas d'espace entre les deux. Si on va séparer avec le point et non pas avec le caractère spécial qui est l'espace. Alors, cette adresse est aussi refusée. Alors, on aura toujours, pour envoyer notre message, ou pour recevoir aussi, on aura ce qu'on appelle le webmail, ou l'application de messagerie.
Là, l'utilisateur il est libre de choisir son webmail ou bien son application. Et dès qu'il aura choisi, il va créer bien sûr un compte. Il va suivre des étapes pour créer un compte avec un nom d'utilisateur. Et en fin de compte, il aura une adresse valide depuis le serveur et un espace de stockage, comme par exemple avec Gmail, vous avez un espace de stockage qui est de 15 Go. Alors, cet espace de stockage sera destiné à l'utilisateur d'une façon gratuite et on va utiliser l'application chaque fois où on est ramené à entrer l'adresse mail et bien sûr le mot de passe pour accéder à notre espace personnel afin de pouvoir utiliser les applications ou les fonctionnalités de l'application, par exemple ici Gmail. Alors, vous avez énormément d'applications. Vous avez Outlook, vous avez Thunderbird, vous avez Yahoo, vous avez Gmail. Il y a énormément d'applications de messagerie et vous allez pouvoir utiliser ces applications pour effectuer les opérations d'envoi et de réception des messages. Alors, le fournisseur de service ou le fournisseur d'accès, alors, c'est un fournisseur qui peut vous proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce que vous avez en basique. Par exemple, des services webmail avec les fonctions qui l'accompagnent, par exemple un carnet d'adresses, etc. Il peut aussi vous proposer des antivirus, par exemple, rechercher des virus dans les messages, et il peut aussi vous proposer des anti-spams. Alors, les spams, ce sont des messages indésirables. Et les messages indésirables, vous avez des filtres dans les applications des mails qui vont essayer de filtrer d'une façon ou d'une autre les spams ou les applications ou les messages non désirés. Alors, ces fournisseurs d'accès vont vous proposer aussi ces fonctionnalités. Bien sûr, ces fonctionnalités ne sont pas gratuites. Vous allez toujours payer pour avoir le droit d'utiliser ces fonctionnalités, mais vous allez vous jouir d'une certaine liberté en utilisant beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'options. Alors, comme j'ai dit, les messages indésirables, ce sont des messages qui sont envoyés dans la boîte mail et ce sont réellement soit des publicités, soit des arnaques ou soit des, euh, des choses qui ne sont pas, ou des virus qui vont attaquer votre boîte mail pour essayer de vous pirater. Et là, ils peuvent être soit dangereuses, soit uniquement les spams peuvent être dangereuses, comme ils peuvent être juste des publicités envoyées par des services de publicité et de société. Là, vous avez une case spécifique dans n'importe quelle application de messagerie qui va vous stocker ces spams, mais en même temps, c'est à l'utilisateur de filtrer les messages qu'il va juger qu'ils sont des spams afin de les mettre dans la boîte des spams et éviter de les ouvrir, bien sûr, parce qu'ils peuvent contenir des contenus indésirables et des contenus dangereux sur votre PC. Alors, le client de messagerie, on va le détailler sur cette façon. Et là, on va détailler les protocoles qui vont avec, surtout le protocole SMTP. Alors, le protocole SMTP, c'est un protocole d'envoi des messages. On aura ce protocole qui va gérer l'échange entre deux utilisateurs ou l'envoi des messages entre deux utilisateurs. SMTP, c'est pour Simple Message Transfer Protocol. Simple Message Transfer Protocol, c'est un protocole simple pour le transfert des messages. Alors, pour effectuer cela, on passe par des étapes. Alors, premièrement, ou la première étape de rédaction
Le message, c'est la composition du message. L'utilisateur va composer son message et là, il est libre de composer ce qu'il veut en matière de message. Alors, une fois qu'il a composé son message, il va utiliser ce protocole qui est SMTP pour envoyer le message vers son destinataire. Alors, on va avoir SMTP qui va être utilisé, qui est utilisé bien sûr pour faire la transmission. Et là, à l'étape 3, on va avoir la transmission du message. Là, c'est l'envoi du message. Et là, c'est la transmission du message dans la boîte de réception. Alors, l'étape qui vient après, c'est la réception du message. Et le destinataire va recevoir le message. Et à l'étape 5, on va avoir un stockage du message sur l'agent du destinataire, c'est-à-dire l'application du destinataire. L'étape 6, c'est la restitution des messages. Et puis, vous avez la dernière étape effectuée par le destinataire, c'est la lecture du message en utilisant l'un des deux protocoles, soit le protocole POP ou le protocole IMAP. On va voir la différence entre les deux, mais ce sont deux protocoles qui sont utilisés pour la lecture des messages. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on va envoyer le message en utilisant un protocole qui est SMTP, et on va récupérer ou lire les messages en utilisant soit le POP, soit le IMAP. Ce n'est pas le même protocole d'envoi et le même protocole. Il y a une différence entre le protocole d'envoi et le protocole de lecture des messages. Alors, vous avez ici les explications par rapport aux abréviations qu'on a déjà énoncées dans l'architecture. Alors, vous avez le protocole HTTP qui va gérer aussi les transactions. On a déjà parlé des connexions sur Internet. La messagerie restera toujours une page web. On va utiliser le protocole HTTP. Et là, vous avez les protocoles qui vont converger et travailler entre eux afin de véhiculer de l'information d'un point vers un autre. Alors, en matière de services de messagerie, vous avez celui qui va dominer le marché, c'est Gmail de Google. Le deuxième, c'est Hotmail de Microsoft. Et vous avez le troisième qui est Yahoo. Mais le plus utilisé, c'est incontestablement le Gmail de Google. Alors, parlons maintenant du protocole SMTP. C'est un protocole très simple qui va nous transformer l'information sous forme d'un certain nombre de procédures. Il va faire une transformation de ce qu'on va faire en matière de messagerie en ligne de code. Alors, là, vous avez des exemples. Alors, vous avez un exemple de la façon de faire les choses. On va juste expliquer quelques instructions. Par exemple, l'instruction mail from, c'est une instruction qui est établie par SMTP. Et lorsque vous êtes en train d'effectuer ou d'écrire l'adresse de l'expéditeur, lui ou le protocole SMTP, il est en train de traduire cette adresse sous forme de cette instruction, c'est-à-dire mail from, et il va mettre l'adresse du destinataire. La même chose avec receipt to. Lorsque vous êtes en train d'écrire ou de formuler l'adresse du destinataire, lui, il est en train de dire receipt to, l'adresse du destinataire. Lorsque vous êtes en train de faire, par exemple, le début de votre message, vous êtes en train d'écrire ce que vous allez écrire dans le message, lui, il est en train de dire data, c'est-à-dire que le message va débuter en utilisant cette instruction, et ainsi de suite. Alors, vous avez aussi des codes qui vont accompagner, et ces codes sont les codes du protocole HTTP pour dire que je suis en train de faire de la confirmation, de la réception ou de l'envoi et de la validation des adresses. Par exemple, le code 220, c'est pour dire que je suis sur OK, ou le code 200, la famille des 200 dans HTTP, ce sont des codes de validation. Le code 200, par exemple, 220, c'est pour dire que
je suis en OK, ou bien le 250, c'est la même chose. Vous avez l'opération qui est valide. Ici, par exemple, 250 OK veut dire que l'adresse ou l'adresse receipt2, elle est valide. Elle est valide, elle est selon la norme spécifiée, c'est-à-dire le nom d'utilisateur at le nom du serveur point d'extension. Alors, voici comment on va envoyer. Voici quelques captures par rapport au client. Alors, le protocole Secure SMTP, c'est une extension du protocole SMTP. On a ajouté un protocole qui s'appelle le protocole TLS pour chiffrer les messages. Afin d'éviter que les messages vont être interceptés par les espions, on va chiffrer ces messages en utilisant un protocole qui s'appelle le protocole TLS. Et les messages vont être transférés d'une façon chiffrée pour éviter que celui qui va espionner la communication intercepte le message. Alors, de ce qui est de la réception, on va utiliser deux catégories de protocoles. Soit le protocole POP, qui est Post Office Protocol. Alors, ce protocole, il va permettre à l'utilisateur de relever son courriel électronique d'une façon bien précise par rapport au protocole IMAP. Il va assurer l'authentification, mais il n'est pas aussi sécurisé. Et aussi, ce protocole, le mot de passe va circuler dans ce protocole en clair. C'est les inconvénients de ce protocole, c'est que le mot de passe ou l'authentification des utilisateurs, elle n'est pas sécurisée. Et les mots de passe de part et d'autre vont circuler en clair, c'est-à-dire le mot de passe, lorsqu'il est inséré dans un PC, il va être en clair, il n'est pas crypté, alors on risque de le dévoiler par un espion informatique. Alors, il y a des serveurs qui offrent la possibilité de faire une fonction de cryptage comme le MD5 des mots de passe, et là on va améliorer le protocole POP. Alors, pour le protocole IMAP, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un protocole plus évolué, bien sûr, que POP, mais moins proposé par les fournisseurs d'accès. Il offre plusieurs possibilités, plus de possibilités. Il va permettre en particulier plusieurs accès simultanés sur une boîte, et ce n'est pas permis avec le POP qui n'autorise qu'un seul accès simultané. Alors, on va expliquer réellement c'est quoi la différence entre les deux. Alors, vous avez un protocole, par exemple IMAP, vous avez un message qui a été envoyé depuis un destinateur d'un expéditeur vers un destinateur. Alors, avec le protocole POP, vous avez la possibilité de récupérer le message uniquement d'un seul endroit, c'est-à-dire d'un seul PC à la fois. Un seul PC ou un seul équipement connecté. Mais par rapport, bien sûr, ici aussi, le protocole POP va tolérer que les messages ou les mots de passe vont circuler en clair. Il n'y a pas de cryptage avec le protocole POP. Mais avec le protocole IMAP, la possibilité de faire des connexions simultanées est activée. C'est-à-dire, je reviens à l'exemple, si je vais envoyer ce message vers le destinateur, je peux connecter ou je peux faire la connexion sur ma boîte mail depuis plusieurs emplacements différents. Depuis PC 1, par exemple, depuis PC 2, depuis téléphone 1, d'une façon simultanée, je peux accéder à ma boîte mail d'une façon simultanée. Et là, avec le protocole POP, je ne peux pas faire cet accès. Je peux uniquement avoir un seul PC ou un seul équipement connecté qui sera toléré pour accéder au message. Alors, on arrive à terme de ce chapitre 5 et on a parlé de la messagerie électronique sur Internet. En résumé, la messagerie, elle est très utilisée sur Internet. On doit disposer d'une adresse mail pour effectuer l'échange.
entre un expéditeur et un destinataire. Le message peut être du texte mélangé avec des fichiers multimédia ou autres fichiers. De plus, l'utilisateur dispose d'un espace personnel qu'on appelle le service de messagerie, et cet espace personnel, on va utiliser des protocoles spécifiques pour envoyer et recevoir des messages, et on va utiliser le protocole SMTP pour envoyer un message. C'est un protocole très simple qui va structurer les instructions afin d'envoyer un message d'une façon normalisée. Et on a deux catégories pour récupérer le message, soit le protocole POP qui va tolérer uniquement un seul accès à la boîte mail depuis un seul emplacement, et vous avez le protocole IMAP qui va tolérer l'accès simultané à votre boîte mail et récupérer le message depuis plusieurs, euh, plusieurs emplacements.